d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je pense que c'est une question qui va donc intéresser tout le monde. Ce n'est pas uniquement le pédiatre, le médecin généraliste, l'endocrinologue et même les autres médecins. Ils sont parents d'abord. Et ça serait très intéressant qu'ils nous envoient les enfants avant que ça soit trop tard. C'est-à-dire ce n'est pas à l'âge de 13-14 ans qu'on envoie un enfant parce qu'il a un retard statural. Et donc il est très très important de connaître un peu comment faire le diagnostic et quelles sont les explorations qu'on pourrait proposer et qui seront donc à la disposition de tous les médecins. Alors, pour ce faire, il est très, très donc, important de connaître un peu les mécanismes de régulation de cette croissance parce que c'est à partir de là que vous allez commencer vos explorations. Si vous comprenez tous les mécanismes qui interviennent pour un enfant et quels sont les âges clés dans cette intervention, vous allez comprendre pourquoi on est en train lors de l'exploration, donc de demander telle ou telle exploration. Alors, vous allez voir ici que nous avons plusieurs intervenants dans la croissance. Vous avez les facteurs nutritionnels qui sont très, très, très importants. Les facteurs nutritionnels, ils interviennent depuis la naissance et même avant la naissance, déjà in utero, et qui vont accompagner cet enfant jusqu'à qu'il devienne adulte. Donc, il est très, très important. Mais l'action de ces facteurs nutritionnels est très, très, très importante à la période donc intra-utérine et les 2 premières années, qui sont l'âge clé pour les facteurs nutritionnels. Vous avez aussi les facteurs hormonaux. Les facteurs hormonaux, c'est vrai que nous avons en tête de file l'hormone de croissance, mais vous avez aussi l'hormone thyroïdienne qui va intervenir, vous avez l'axe corticotrope qui va intervenir, et vous avez par la suite, au moment donc de la puberté, les stéroïdes sexuels qui vont intervenir. Et là, j'attire votre attention que les facteurs hormonaux ne vont pas intervenir les 2 premières années de vie. C'est à partir de la première année. J'insiste parce que nous avons des enfants qui viennent nous voir à l'âge de 8 mois, 9 mois, pour retard de croissance, avec un panel d'exploration hormonale en disant qu'ils présentent un déficit en GH ou un déficit en cortisol. Donc retenez que les hormones n'interviennent dans la croissance qu'à partir de la 2e année. Nous avons le facteur génétique que vous connaissez tous. La première question qu'on pose donc aux parents, c'est d'abord de connaître leur taille, la taille des grands-parents, la taille dans la fratrie, parce que nous avons quand même une détermination génétique dans la famille qui fait que cet enfant peut être grand ou petit. Et pour le savoir, on calcule ce qu'on appelle la taille cible qu'on va donc voir donc par la suite dans l'exposé. Et nous avons donc les facteurs d'environnement qui sont très, très importants. Qui dit environnement dit également niveau social. Qui dit niveau social, on va revenir donc à la nutrition. Vous allez voir donc que c'est un cercle vicieux. Alors, tout ceci ne pourrait se faire dans les normes que si vous avez un enfant qui a un squelette normal. Ça veut dire un enfant qui présente une anomalie osseuse. Vous avez beau avoir donc des mécanismes de régulation qui fonctionnent normalement et vous avez un site récepteur qui est donc le squelette. S'il est donc pathologique, cette croissance ne va pas donc se dérouler dans les normes. Alors, il faut savoir que vous avez donc des phases de croissance où le déroulement donc est différent. Vous avez une phase de croissance qui est très rapide, donc les 2 premières années, donc très très important. D'abord, on va commencer par la phase intra-utérine. Vous voyez que c'est extraordinaire. Sur les 9 mois, durant la période intra-utérine, ce fœtus va prendre 50 cm déjà avant la naissance. Et quels sont les éléments qui vont intervenir dans sa croissance? Vous voyez que c'est différent de ce qu'on vient de voir. C'est l'insuline et l'IGF-2, donc, qui est différente dans la croissance postnatale. Ensuite, vous avez la phase de la
petite enfance, c'est-à-dire les 2 premières années. Là, vous allez vous retrouver toujours dans une croissance rapide, puisque cet enfant-là, il va prendre la moitié de ce qu'il a pris en période intra-utérine, c'est-à-dire 25 cm la première année. Ensuite, il va prendre 12 cm la deuxième année. Et là aussi, donc, les éléments qui vont intervenir, c'est essentiellement des facteurs nutritionnels. Et à partir de la deuxième année, vous avez les facteurs génétiques qui vont intervenir. Ensuite, vous avez la phase de l'enfance, c'est-à-dire au-delà de 2 ans. Vous avez donc d'autres facteurs qui interviennent, essentiellement les facteurs hormonaux. Et en chef de file, vous avez l'hormone de croissance. Là, vous voyez que la vitesse de croissance, elle est régulière, mais stable. Et c'est un enfant qui va prendre en moyenne 6 cm par an. D'accord ? Donc, ce n'est pas la peine de multiplier les prises de taille. L'essentiel, c'est de connaître un peu combien un enfant doit prendre sur une année. C'est ça le plus important pour nous. Ensuite, vous avez la phase pubertaire. La phase pubertaire, en général, elle commence vers 10-11 ans, 11-12 ans chez le garçon, d'accord ? Et là, vous avez une réaugmentation de cette vitesse de croissance par l'intervention, justement, des stéroïdes sexuels. Et ces stéroïdes sexuels, comment ils vont donc intervenir ? Ils vont intervenir en amplifiant l'action de l'hormone de croissance. Ça veut dire qu'ils ne vont pas agir directement, mais en stimulant la multiplication de sécrétion de l'hormone de croissance. Et ce sont essentiellement les œstrogènes qui vont intervenir, que ce soit dans le sexe masculin ou dans le sexe féminin. Alors regardez, donc tout ce qu'on vient de dire là est très bien illustré par la courbe de croissance que vous utilisez tous les jours. D'accord ? Alors, ce qu'on voit ici, on voit les 2 premières années. Vous avez une vitesse de croissance qui est très rapide. Ensuite, à partir de la deuxième année, vous avez une vitesse de croissance qui est régulière. Et vous voyez sur cette courbe-là une réascension de cette vitesse de croissance au moment de la puberté. Alors, si vous regardez bien votre courbe, vous allez voir exactement ce qu'on est en train de voir. Donc, c'est une courbe qui suit exactement la physiologie. Alors, on le voit ici, ça c'est une courbe de vitesse de croissance qui malheureusement, on n'utilise pas souvent donc, dans les services. Pourquoi ? Parce que là aussi, malheureusement, on n'arrive pas à avoir de vitesse de croissance calculée par nos confrères. Et on voit très bien ici, quand vous le voyez, alors les différents facteurs qui interviennent pour les 3 périodes, c'est-à-dire une croissance rapide les 2 premières années avec la nutrition et la génétique qui intervient, ensuite une croissance lente et régulière à partir de la 2e année avec donc l'axe hormonal, donc corticotrope, thyréotrope et donc gonadotrope qui vont donc intervenir. Et ensuite, vous avez la période pubertaire. Et comme vous le voyez sur cette courbe-là, filles-garçons, c'est cette période pubertaire qui fait la différence sur la taille des enfants, c'est-à-dire les garçons et les filles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout simplement un pic ou une stimulation de l'hormone de croissance qui est plus importante chez le garçon que la fille, donc c'est la physiologie donc, qui le veut. Et vous avez aussi une période qui est plus lente et elle est plus ample et elle est longue donc dans la durée, dans la sécrétion importante de cette hormone de croissance. Et c'est ça qui va expliquer la différence de taille chez les filles et les garçons. Alors, je pense qu'il y a des plaques, je m'excuse, il y a des plaques qui ont sauté, mais on va juste vous expliquer comment on évalue la croissance. Alors, c'est ça l'élément le plus important sur lequel je voudrais insister. Alors, tout ce qu'on vient de dire ici va s'interpréter par des paramètres. Ces paramètres-là, ce sont le poids, la taille et le périmètre crânien. Lorsque l'enfant donc, a moins de 3 ans, le périmètre crânien est très très important. Alors j'insiste pour cette évaluation de taille qui est très 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 importante, et malheureusement on a vu des enfants toisés avec
leurs chaussures. Et là, ça ne peut pas marcher si on veut avoir une taille normale. Et ceci, donc, va se répercuter lorsque vous allez suivre cet enfant au long cours. Donc, il faudrait que ça soit bien fait. Faites-le une fois avec votre infirmier et vous allez voir que vous allez être soulagé par la suite parce que vous êtes sûr quand même que la taille est bien faite. Alors, regardez, pour donc les pays qui donnent l'importance à cette croissance de l'enfant, ils ont même créé une spécialité qu'on appelle l'oxométrie, et vous avez carrément des oxologues qui vont intervenir pour prendre la taille de l'enfant pour qu'elle soit faite dans les meilleures conditions. La position couchée, regardez, donc c'est quelque chose de très très important. On ne peut pas toiser un enfant en position couchée si on n'a pas l'aide d'une deuxième personne. Même si vous n'avez pas un infirmier avec vous, vous pouvez toujours vous aider par les parents pour avoir quand même les membres inférieurs en extension. Alors, vous avez dans les cas où vous devez explorer un enfant, surtout en petite taille, pas l'enfant normal, vous pouvez donc avoir besoin de mesures segmentaires. Ces mesures segmentaires, ils vont vous permettre d'évaluer le retard statural de votre enfant. Est-ce que c'est un retard statural harmonieux? Est-ce qu'il est disharmonieux? Et là, ce que vous voyez là, c'est la mesure de l'envergure. Donc vers l'âge de 10 ans, vous avez l'envergure de l'enfant qui est égale à sa taille. Lorsque l'envergure est inférieure à la taille, ça veut dire que vous êtes devant un retard de croissance qui est disharmonieux, qui est très utile pour nous dans l'orientation étiologique. Alors, quelques notions à connaître et qui vont vous aider dans votre pratique courante. Donc, en moyenne, vous savez qu'à la naissance, un enfant pèse entre 3 kg, 3 kg 500. Il va doubler son poids à l'âge de 5 mois, le tripler à l'âge d'1 année. Ensuite, il va prendre en moyenne 2 kg par an. Pour la taille, on l'a déjà vu, la taille à la naissance, elle est en moyenne de 50 cm. Et cet enfant, il va avoir, comme vous le voyez ici, pour vous dire à quel point c'est très important de prendre la taille de l'enfant, regardez, à l'âge de 2 ans, cet enfant va avoir 50% de la taille adulte. Donc c'est quelque chose de primordial de surveiller cet enfant les 2 premières années. À l'âge de 4 ans, il a déjà les 2/3 de la croissance de la taille adulte. Alors, la taille cible, comme on l'a déjà dit, la taille génétique, elle est très très importante. Donc, avant de commencer l'exploration de votre enfant, en premier lieu, vous allez prendre la taille des parents pour calculer la taille cible. C'est quelque chose de très très simple à faire. Vous allez prendre juste la taille du père, la taille de la mère, que vous allez diviser en 2. Soit vous rajoutez 6,5 cm lorsqu'il s'agit d'un garçon, soit vous allez soustraire 6,5 cm lorsqu'il s'agit d'une fille. Et ceci va vous aider à repérer les petites tailles familiales. Lorsque l'enfant il va rentrer dans le couloir de cette taille cible, dans le cas où vous allez explorer et vous n'allez rien trouver, vous allez vous dire très probablement il s'agit d'une petite taille familiale. Alors, quelques définitions qui sont très importantes à connaître avant même de commencer l'exploration. Lorsque l'enfant vient consulter, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il a uniquement un retard de poids? Et là, on parle d'hypotrophie. Est-ce qu'il a un retard et sur le poids et sur la taille, et donc on est dans le retard staturopondéral, ou bien il s'agit d'un retard statural. Et là, je vais un peu m'attarder sur la définition du retard statural. Ce qui est connu par tout le monde, c'est une taille qui est inférieure à moins 2 score déviation standard. Pour d'autres, ceux qui utilisent d'autres courbes en percentile, c'est inférieur au 3e percentile ou au 5e percentile, donc ça dépend des courbes. Mais ce qui est méconnu par la majorité, et c'est ça qui nous pose le plus de problèmes et qui retarde malheureusement l'exploration des autres enfants, c'est que ce n'est pas uniquement lorsque la taille est inférieure à moins de DS qu'on explore l'enfant, mais c'est aussi lorsqu'il y a un infléchissement de la courbe
courbe de taille. Malheureusement, je le dis et je le répète, nous n'avons pas de taille inscrite sur le carnet de santé. Et lorsque l'enfant arrive à la consultation, on n'arrive pas à retrouver cet infléchissement ou cette cassure de la courbe. À quel moment nous avons eu l'infléchissement? C'est quelque chose de très important pour nous, puisque c'est ça qui va vous permettre d'utiliser les outils des mécanismes de régulation. Vous avez vu que les 2 premières années, donc on va cibler certaines explorations. Au-delà de 2 ans, ça sera d'autres explorations. Au-delà de 10 ans, c'est d'autres explorations. Et ça, on n'arrive pas à l'avoir parce que nous n'avons pas de taille antérieure sur les carnets de santé. Je ne doute pas des collègues, j'en suis sûre qu'ils ont des dossiers sur lesquels donc ceci est inscrit, mais lorsqu'il est envoyé pour une exploration, donc on n'a pas donc l'accessibilité au dossier qui est chez le médecin, ni il nous envoie donc une copie de cette courbe de taille pour voir nous-mêmes à quel moment cet enfant a posé problème. La troisième définition, donc, qui est complètement oubliée, c'est pour parler aussi de retard statural, vous pouvez avoir un enfant qui a une taille qui est tout à fait normale. Ça veut dire au-delà de moins 2 déviations standards, mais il est très loin de sa taille cible. Donc, lorsque vous avez un enfant que vous examinez, que vous suivez au long cours, moi je vous propose, la première des choses que vous faites, vous établissez donc sa courbe de croissance et vous allez calculer la taille cible. Elle vous permet d'emblée de voir est-ce que cet enfant donc, est intégré dans le couloir de la taille cible ou bien il est loin de sa taille cible. Et je vous assure qu'on a retrouvé donc, pas mal de pathologies uniquement en repérant un enfant sur une courbe normale et qui est loin de la taille cible. Ça lui a permis d'éviter la cassure qui est très difficile à rattraper, surtout si l'enfant donc, a un âge donc, avancé. Alors, la première des choses que vous faites lorsque vous avez un enfant qui vient pour un retard statural, la première des choses, et vous allez voir que les antécédents qu'on cherche avec un examen clinique, le plus souvent, vous arrivez à faire plus de 70% donc, de diagnostic, même avant de faire les explorations. La première des choses qu'on fait, c'est la taille cible des parents. C'est quelque chose qui est très, très importante pour nous. L'âge pubertaire familial, donc qui est très important à connaître. D'accord ? Vous avez aussi la notion de petite taille, d'accord ? Dans la famille, la taille dans la fratrie, rechercher une anomalie génétique, d'accord ? Parce que ça peut rentrer dans le cadre d'une pathologie syndromique. Les autres pathologies, puisque vous savez que toutes les maladies chroniques donc, peuvent être à l'origine d'un retentissement sur la croissance de l'enfant. Et également, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, on oublie, et malheureusement je le dis, c'est le profil psychologique. Dans quel environnement vit cet enfant, d'accord ? Très important. Vous pouvez voir un enfant qui n'a pas du tout de pathologie organique, mais vous allez avoir des enfants qui ont des troubles psychologiques qui vont retentir. C'est un enfant donc où on a une somatisation et vous avez un retentissement sur sa croissance. Alors, également les antécédents personnels, la période néonatale, puisqu'on vous a dit que cet enfant, à la période donc intra-utérine, il prend déjà 50 cm. C'est la plus grande vitesse de croissance durant toute sa vie. Donc c'est quelque chose qui est très, très, très important à connaître. Et donc, le poids de naissance, la taille de naissance sont très importantes à mentionner sur le carnet. Et là aussi, malheureusement, nous avons des carnets de santé. Si nous avons de la chance, nous avons uniquement un poids de naissance. La taille de naissance, ça reste quand même un rêve. Nous avons quelques structures où nous arrivons quand même à avoir une taille de naissance. Ce sont uniquement les structures où nous avons des visites systématiques à la naissance. Voilà. Pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que vous connaissez le problème du retard de croissance intra-utérin. Vous avez quand même 10% de ces enfants qui ne rattrapent pas leur croissance staturale. Vous avez également la pathologie chronique. Vous devez chercher une maladie chronique. Vous avez des maladies chroniques qui sont connues, d'accord ? On sait que l'enfant est suivi pour telle et telle pathologie, mais il y a d'autres pathologies où ça passe à très bas bruit. Donc, vous devez les rechercher vous-même, d'accord ? Et vous recherchez également des signes fonctionnels qui peuvent
donc faire appel ou qui vous font donc penser à une autre maladie. Alors, l'histoire de la maladie, pour le retard statural, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie, parce que vous allez le retrouver sur plusieurs pathologies. Donc, qu'est-ce que vous cherchez dans votre histoire de la maladie? Ce qui nous intéresse le plus, c'est à quel moment cet enfant, il a commencé à s'éloigner de la courbe. Et je ne pourrai le faire si je n'ai pas un suivi ou détails antérieurs sur le carnet de santé. On revient à ce carnet de santé qui, malheureusement chez nous, ne sert qu'à inscrire des vaccinations. Alors, l'examen clinique, donc, toujours, vous avez la taille, le poids, le périmètre crânien, le BMI, d'accord? Et si vous avez besoin de tailles segmentaires, vous pouvez les prendre, à savoir la taille assise et l'envergure. La courbe de croissance, donc je ne vais jamais cesser de vous répéter courbe de croissance. Alors, pierre angulaire du diagnostic, puisque ça me permet d'éviter de faire tout le panel d'exploration si je suis donc limitée à une période donnée. Vous avez donc aussi la notion dynamique. Elle va vous dire, est-ce que ça évolue dans le temps ou bien c'est un problème qui est ancien mais qui ne s'aggrave pas, d'accord? Il va vous informer sur le début de ce retard de croissance et il va donc vous différencier le retard ancien des retards qui s'aggravent. Donc, la courbe de croissance, la courbe donc, de vitesse de croissance sont les éléments les plus importants donc, à avoir comme outil pour commencer votre exploration. Regardez sur cette courbe-là, qui est donc très très parlante, puisqu'elle vous montre une vitesse de croissance qui est correcte, qui est régulière, jusqu'à un certain âge. Ensuite, cet enfant, il va commencer à infléchir. Donc déjà, je vais me dire, voilà, je suis située sur tel âge. Quels sont les facteurs qui vont intervenir à cet âge et je vais commencer à explorer dans ce sens. Et ça va me permettre de gagner et du temps et de l'argent pour ne pas donc faire toutes les explorations, ce que malheureusement nous ne faisons pas parce que nous n'avons pas ces renseignements. La taille cible, d'accord, une fois que vous avez terminé donc l'examen clinique de votre enfant, vous avez donc tracé votre courbe de croissance, vous allez calculer votre taille cible et elle va vous dire déjà d'emblée est-ce que vous êtes devant un retard statural qui est pathologique ou bien ça pourrait faire une petite taille génétique si cet enfant-là, il a une petite taille, mais il rentre dans le cadre de la taille cible. Je ne pourrai jamais terminer l'examen clinique sans évaluer la puberté, puisque la puberté, elle a un très grand rôle donc, dans l'augmentation de la vitesse de croissance. Donc, évaluez toujours la puberté de votre enfant. D'accord ? Vous devez faire un examen somatique complet. D'accord ? Vous recherchez donc toutes les anomalies que peut présenter votre enfant, et je vous assure que ce n'est pas toujours évident. On va le voir donc, pour les gens qui sont donc, intéressés donc, dans un atelier l'après-midi. On va donc illustrer tout ce qu'on vient de voir donc, par des cas cliniques, et vous allez voir que souvent, ces enfants, avant d'arriver à notre consultation, sont déjà passés dans des consultations de confrères. Si on ne connaît pas la pathologie, on peut passer à côté donc, de signes discrets donc, que l'on doit rechercher. Donc, au terme donc, de tout ce qu'on vient de dire, interrogatoire, courbe de croissance, examen clinique, vous allez avoir 3 types de courbes. Vous allez avoir la courbe de la taille cible, la courbe où vous avez la taille cible, vous allez avoir la taille actuelle de votre enfant et la vitesse de croissance, et à quel moment vous avez eu le ralentissement de cette vitesse de croissance, le stade pubertaire et bien sûr un contexte clinique. Est-ce que vous êtes devant un enfant qui a un examen clinique tout à fait normal ou bien vous avez une orientation par votre examen clinique? Voilà, j'ai donné un peu donc un exemple comme vous le voyez ici. Regardez, donc lorsque nous avons donc des points sur la taille et sur le poids, ça nous permet déjà de nous situer. Pour cet enfant, déjà, ce n'est qu'à l'âge de 5 ans et demi. Avant, nous n'avons pas donc de taille antérieure. Et regardez, nous avons des informations sur la taille cible, sur la taille de l'enfant qui est très loin de la taille cible et également par l'exploration de l'âge osseux qu'on va voir donc par la suite.
Ça, c'est une courbe donc, de vitesse de croissance ainsi qu'une courbe d'IMC. Alors, donc, vous demandez donc par la suite un âge osseux. Alors, l'âge osseux, il va vous permettre une orientation, mais il ne va pas vous permettre de poser un diagnostic. C'est juste pour vous orienter parce que vous avez beaucoup d'étiologies qui peuvent être à l'origine du retard statural. Donc, il est très important de le faire. J'insiste pour dire, il ne vous permet pas d'avoir le diagnostic pour l'enfant, mais c'est juste une orientation. Alors, le rôle donc de l'âge osseux, c'est surtout un élément de pronostic. Il a un intérêt beaucoup plus pronostic que diagnostic. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi ? Parce qu'un âge osseux qui est inférieur à l'âge chronologique, lorsque vous avez un âge osseux qui est très très retardé, alors d'un côté, il va vous orienter vers surtout la pathologie nutritionnelle et la pathologie endocrinienne, parce que c'est les deux qui interviennent sur le cartilage de croissance, d'accord ? Mais surtout, lorsque vous avez un âge osseux qui est inférieur à l'âge chronologique, ça nous permet un peu, nous, de nous rassurer. On va rassurer les parents parce que nous avons le temps pour les explorer et nous avons le temps pour les rattraper. Lorsque vous avez un âge osseux qui est égal à l'âge chronologique, on est vraiment sceptique si l'enfant nous arrive à l'âge de 13-14 ans. Alors, au bout donc de tout ça, vous allez donc évaluer votre enfant. Est-ce que vous êtes devant un diagnostic, est-ce que vous êtes devant un diagnostic qui est évident, d'accord ? Est-ce que vous êtes devant un diagnostic qui est évident parce que vous avez un examen clinique qui est parlant, ou bien vous n'avez pas du tout d'orientation, ou bien carrément que la croissance de votre enfant était tout à fait normale et qui ne va pas donc nécessiter d'exploration. Alors, dans le cas où le diagnostic est évident, c'est soit un retard de croissance intra-utérin puisque vous avez le poids de naissance et vous avez un enfant qui est né avec un petit poids de naissance. Donc déjà, vous n'avez même pas besoin d'explorer l'enfant. Vous êtes devant un retard de croissance intra-utérin. Ce qui vous permet de poser le diagnostic, c'est que le retard de croissance intra-utérin présente une vitesse de croissance qui est régulière. Retenez-le, c'est un enfant qui a été amputé d'une croissance intra-utérine, mais en postnatal, sa croissance est tout à fait normale. Donc vous allez avoir un enfant qui est toujours inférieur à moins de DS, mais qui a une vitesse de croissance qui est régulière. Donc, vous n'aurez même pas besoin de faire des explorations pour cet enfant. Le diagnostic est évident. Mais pour ce faire, vous devez avoir un poids de naissance et une taille de naissance qui vous permettent de le poser facilement. Maintenant, vous pouvez avoir un tableau clinique qui est évocateur d'autres diagnostics, comme vous le voyez ici, la maladie cœliaque. Chose sur lesquels donc on passe. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de courbe de croissance. Regardez la courbe de croissance staturopondérale dans la maladie cœliaque. Vous avez toujours une cassure de la taille et par la suite, vous avez un retentissement sur la croissance staturale et ça vous permet de vous orienter vers un problème nutritionnel. Comme ça pourrait être aussi un diagnostic évocateur d'une autre pathologie, soit endocrinienne, soit osseuse, soit syndromique. Là aussi, ça peut s'agir aussi d'une hypothyroïdie, il peut s'agir d'un Silver-Russell, c'est un syndrome aussi dans le cadre du retard de croissance intra-utérin. Maintenant, si vous n'avez aucune orientation, ça veut dire que l'examen clinique de votre enfant est revenu tout à fait normal. Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, dans ce cas, je dois explorer donc petit à petit jusqu'à ce que j'arrive donc à mon diagnostic. Et je vais commencer par les pathologies les plus fréquentes, c'est-à-dire je dois éliminer donc d'emblée une maladie cœliaque, donc c'est primordial. Je dois rechercher une maladie chronique qui a évolué à bas bruit, donc ce sont des explorations qui vont donc m'aider, d'accord ? Un bilan rénal, un bilan de malabsorption, inflammatoire, bilan phosphocalcique, afin donc de rechercher une pathologie chronique. Si je ne retrouve rien, je pousse l'exploration, je vais donc faire des radios du squelette à la recherche de maladies osseuses constitutionnelles. Vous avez des maladies osseuses constitutionnelles
constitutionnel où l'examen clinique est tout à fait normal. Et c'est uniquement en faisant des radiologies que vous allez retrouver les anomalies qui sont discrètes. Si vous ne les cherchez pas, vous allez passer à côté. D'accord ? Vous avez donc la plus connue, c'est la dyschondrostéose, d'accord ? Vous avez la plus connue aussi la chondrodysplasie ou l'hypochondroplasie lors de l'examen clinique. Donc, vous allez donc avoir des anomalies osseuses qui sont discrètes. Alors, vous avez aussi les maladies syndromiques de l'enfant. Vous avez par exemple le Prader-Willi, vous avez le syndrome de Séquel, vous avez le syndrome de Noonan. Bon, c'est vrai que ça relève un peu de la spécialité, mais c'est juste pour attirer votre attention que l'examen clinique donc, est votre clé, d'accord, à la recherche de ces anomalies. Lorsque vous n'avez absolument rien trouvé sur la pathologie syndromique, maladie osseuse constitutionnelle, donc je vais rechercher une pathologie endocrinienne, d'accord ? Dans les pathologies endocriniennes, vous avez le syndrome de Turner. Le syndrome de Turner, lorsque votre clinique donc, est frappante, je pense que tout le monde pourra le poser, mais j'attire votre attention que le cariotype doit être fait systématiquement chez toute fille qui présente un retard statural, même si l'examen clinique est tout à fait normal, parce que vous pouvez avoir des filles turnériennes qui ont un morphotype tout à fait normal, tout simplement parce qu'il s'agit de formes en mosaïque. Et les formes en mosaïque, tout dépend de l'atteinte du nombre de cellules que vous avez, et donc le morphotype que vous allez avoir sera tout à fait normal. L'hypothyroïdie, vous devez la rechercher également systématiquement devant un retard statural. Je parle des hypothyroïdies qui se déclenchent après l'âge de 2 ans et donc vous n'allez pas avoir de retard psychomoteur ni de retard mental. Vous avez également le déficit en GH et là, pour faire le diagnostic, nous devons passer par des tests dynamiques. J'insiste là aussi, ce n'est pas une GH de base qui va vous poser le diagnostic de déficit en GH. On reçoit beaucoup d'enfants avec des courriers. Je vous envoie cet enfant, il présente un déficit en GH juste sur une GH de base qui est revenue basse. J'attire votre attention que la sécrétion de l'hormone de croissance est une sécrétion donc qui change dans le nictémère et donc vous ne pouvez pas l'évaluer juste sur donc un prélèvement donc de pointe puisque cette valeur elle va changer et donc ça va nécessiter une stimulation pour pouvoir dire est-ce que la sécrétion de l'hormone de croissance est normale ou pas. Alors, sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque l'intitulé de la communication, c'est « Comment explorer en 2018 ?» Donc, il faut qu'on vous donne quand même toutes les explorations qui se font, même s'il est difficile de les réaliser donc chez nous. C'est aussi la recherche d'une cause génétique, c'est l'anomalie du gène CHOX, c'est une anomalie génétique. Cliniquement, lorsqu'elle est parlante, vous avez la dyschondrostéose, c'est-à-dire une déformation de l'os au niveau de l'avant-bras. Même si vous ne l'avez pas, vous devez obligatoirement faire la radio de l'avant-bras parce que vous pouvez la voir même si vous ne la voyez pas cliniquement. Et si vous n'avez pas d'anomalie radiologique, normalement, on doit faire l'exploration génétique. Je vous le dis, pourquoi? Parce que c'est une exploration qui est coûteuse, mais qui est disponible en Algérie par le biais des laboratoires privés. Elle fait dans les 70 000 dinars. Nous, donc autant que praticiens, on n'a pas le droit de ne pas informer les parents. Ceux qui ont les moyens de le faire, on va leur dire quand même qu'elle existe, et voilà son prix. S'ils peuvent le faire, on ne va pas leur dire « c'est bon, madame, j'ai terminé, nous n'avons pas trouvé donc, de diagnostic, c'est une petite taille idiopathique » si vous n'avez pas fait toutes les explorations. Donc vous devez les informer. S'ils peuvent le faire, c'est bon. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas grave. Vous allez donc vous arrêter là. Alors, si votre enquête est négative, donc là, vous allez penser à la petite taille familiale. D'accord ? Donc, on n'a pas le droit de dire « voilà, votre enfant est petit parce que vous êtes petit » alors qu'on n'a pas fait d'exploration. Pourquoi? Parce que c'est un diagnostic d'exclusion. Ça, c'est une. Et on n'a pas le droit aussi de dire qu'il s'agit d'une petite taille familiale si la taille de l'enfant n'est pas intégrée dans la taille cible. D'accord? Très, très important.
Parce que nous avons vu des enfants que nous avons reçus, donc qui ont été étiquetés petite taille familiale, et lorsqu'on a vu est-ce qu'ils étaient intégrés sur leur taille cible, ils n'étaient pas intégrés, donc je n'ai pas le droit de dire aux parents qu'il s'agit d'une petite taille familiale. Alors, s'il ne s'agit pas d'une petite taille familiale, donc je dois penser également au nanisme psychosocial. Malheureusement, on n'y pense pas du tout. D'accord ? Et si l'enquête est négative, ce n'est donc, une fois que j'ai terminé tout ça, que je vais dire probablement il s'agit d'une petite taille idiopathique. Si vous pouvez faire vite, s'il vous plaît. Je termine. Alors, en conclusion, le retard de croissance donc, est révélateur de pathologies diverses. Il faudra donc avoir un interrogatoire et un examen clinique minutieux. Le carnet de santé donc, est très important à explorer. Une courbe de croissance informative vous permet de faire le diagnostic dans plus de 80% des cas. Et en l'absence d'orientation, il faudra faire une démarche diagnostique étape par étape. Et vous pouvez par la suite envoyer donc votre enfant à une consultation spécialisée. Mais au début, c'est d'abord le médecin généraliste, le médecin de santé scolaire qui vont faire le diagnostic. L'exploration initiale est commencée par le pédiatre. Et si le pédiatre donc est dépassé, il pourra donc envoyer donc pour exploration spécialisée à un pédiatre spécialisé. Je vous remercie. Merci, professeur Boufaroua. L'intérêt du travail en réseau, à votre conclusion, travailler en réseau. Merci d'avoir fait le zoom aussi sur l'importance du carnet de santé. Et sans plus tarder, nous allons passer à la dernière intervention qui porte sur les troubles d'apprentissage. Madame Sophie, j'espère que je ne vais pas me tromper de façon de prononcer, Blain-Duranville. Attendez, suis gynécologue, je connais mes cours. Attendez. C'est votre nom. C'est moi, oui. J'ai bien prononcé? Blain, c'est Blain-Duranville, voilà. Alors. C'est ça, oui. Super, dans les troubles de l'apprentissage. Oui. Voilà, on va enlever ça, ne pas analyser. On le laisse, vous pouvez travailler dessus. Vous pouvez travailler dessus. Voilà, c'est bon, non? Attendez, il va faire la configuration. Avez-vous des questions sur l'intervention du professeur Boufaroua? J'en suis sûre que oui. Oui. Donc bravo pour votre exposé. Donc en fait, ce n'est pas une question, mais c'est vrai que vous avez dit que les médecins généralistes nous envoient les malades tardivement. Mais il faut prendre le contre-pied et dire que les spécialistes ne renvoient pas les malades à leur médecin d'origine. C'est une question de consulte. Moi, par exemple, pour l'épilepsie, je vois les enfants tous les 6 mois. Mais je leur demande de partir voir leur médecin traitant, pédiatre généraliste ou médecin généraliste, pour au moins 2 fois pendant les 6 mois, pour avoir des repères que je cherche. Donc je pense en votre matière, c'est encore plus. Donc il faut demander aux médecins, aux patients, de partir voir leur généraliste, mais avec un carnet qu'on peut avoir facilement. Je pense que chaque médecin doit avoir son propre carnet ou son propre cahier où il doit noter ce qu'il cherche à approuver. Et une fois chez son médecin, je pense que vous aurez tout ce que vous voulez, parce que c'est vrai, de toutes les façons, quelle que soit la spécialité et quelle que soit l'orientation, je pense que la prise du poids, la prise du périmètre crânien, la prise de taille doit être un réflexe médulaire chez tout médecin. Oui, j'ai une question pour professeur Boufaroua. Je suis médecin généraliste de santé scolaire et comme vous avez dit, on n'a pas de courbe de croissance ni à l'âge préscolaire ni pendant des années de scolarité. Si on suspecte un retard de croissance en classe pour la tranche d'âge, par exemple, de 10 à 13 ans, et en fait, les parents d'élèves, quand on les convoque au niveau des EDS, ce n'est pas tous les parents qui viennent.
Alors, est-ce que j'ai le droit, pour m'orienter, de demander d'emblée une radiographie de la main gauche ou du bassin pour m'orienter le diagnostic? Alors pour s'orienter, je ne suis pas d'accord. Vous allez irradier votre enfant, d'accord? Le plus simple, c'est la courbe de croissance. Ça coûte beaucoup moins cher qu'une radio et vous n'allez pas irradier votre enfant pour rien du tout, d'accord? Avant de commencer toute exploration, il faut d'abord avoir le diagnostic du retard. Si je n'ai pas le diagnostic du retard, je ne vais pas d'emblée commencer par une exploration et ça ne va pas vous orienter puisque l'âge osseux n'est pas toujours inférieur à l'âge chronologique. Et si vous tombez sur un âge osseux qui est égal à l'âge chronologique, est-ce que ça vous a avancé à quelque chose? Absolument à rien. Alors, j'ai insisté pour dire que l'âge osseux inférieur à l'âge chronologique permet juste une orientation. Ça veut dire que je suis déjà dans le retard. Et je suis en train de m'orienter dans les étiologies. D'accord? C'est pas pour dire, attendez, on a reçu beaucoup d'enfants, chers confrères, je vous envoie un enfant qui a un âge osseux. On n'est pas en train de traiter et d'explorer un âge osseux. Si cet enfant a une courbe de croissance normale et qui est supérieure à moins de DS, je n'ai même pas le droit de faire une radio. D'accord? Est-ce que je peux faire davantage une courbe de croissance dans un cycle de 3 mois, chaque 3 mois? Est-ce que je ne peux pas? Parce qu'on a une visite une fois par an. Alors, moi, je vous facilite encore les choses. La vitesse de croissance, elle se calcule par an. Je n'ai pas besoin d'autres points. Si vous arrivez à m'assurer une taille par an, c'est largement suffisant pour calculer une vitesse de croissance. Et ça me permet au moins, vous, en santé scolaire, au moins vous allez voir les enfants à l'âge de 5 ans. En préscolaire déjà, c'est extraordinaire si j'arrive à avoir déjà une taille depuis l'âge de 5 ans. C'est largement suffisant pour calculer une vitesse de croissance. D'accord? Écrivez-le, ça fait rien. Écrivez-le sur le carnet de santé. Et vous, à l'EDS, vous avez quand même des courbes. Et donc, vous pouvez reporter. Prenez avec vous toutes les tailles que vous avez prises en classe et vous avez leur dossier. Mettez dans les dossiers, dans chaque dossier, vous avez une courbe de croissance. Une fois par an, vous avez une taille et vous allez vous-même constater l'infléchissement de cet enfant. D'accord? Une petite remarque, madame. Nous avons constaté pour le périmètre crânien que le périmètre crânien des nouveau-nés algériens jusqu'à l'âge de 10 mois, 12 mois est toujours supérieur à la normale par rapport à la taille ou au poids qui sont souvent dans les normes. Mais pour le périmètre crânien, même s'il s'agit d'un enfant de petit poids, d'un poids un peu faible, mais pour le périmètre crânien, il dépasse toujours les normes. Là, je suis vraiment incapable de vous répondre. C'est une question à poser à un neuropédiatre, je pense, algérien, d'accord, qui peut, parce que la croissance donc, du périmètre crânien, donc, elle est très très importante dans la surveillance de ce contexte-là, les 3 premières années. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort des enfants algériens? Je suis incapable de vous répondre pour le périmètre crânien. Certains enfants qui ont été confiés à des neurochirurgiens pour soi-disant des acromégalies, mais les macrocrânies, mais le développement était tout à fait normal et ça se rattrape à l'âge de 2 ans, 3 ans, tout se rattrape et la taille devient harmonieuse. Oui. De toute façon, à la naissance, le crâne prend le 1/3 du corps. Hein. On a toujours l'impression que c'est... Donc il faut faire une étude pour que ça soit validé. Et c'est vrai, une macrocranie, ce n'est pas toujours une maladie. Comme dans toutes les spécialités, on a parlé ce matin de l'arthrite chronique juvénile. 15% des enfants, ils ont des facteurs antinucléaires positifs alors qu'ils ne sont pas malades. Ou des facteurs rhumatoïdes positifs alors qu'ils ne sont pas malades. Donc un enfant qui a une macrocranie, qui a des problèmes neurologiques, oui. Mais une macrocranie, généralement, ça ne dépasse jamais les 2%. Et c'est vrai que maintenant, les enfants, ils ont plus de taille, plus de périmètre crânien que les parents et que les grands-parents. Donc ça, c'est parce qu'ils sont bien nourris, ils sont stimulés, ils sont. Par contre, la microcéphalie, c'est toujours pathologique. C'est sûr qu'il y a toujours quelque chose derrière. Oui. Merci, professeur, pour votre exposé. Ma question est la suivante. En dehors des corticoïdes, est-ce qu'il y a d'autres
médicaments qui influent sur la croissance. Merci. Alors, à ma connaissance, c'est les corticoïdes qui ont un grand impact sur la croissance jusqu'à l'heure actuelle. Hein. D'accord ? C'est vraiment la hantise du pédiatre parce que nous avons quand même beaucoup de maladies chroniques qui sont donc sous corticoïdes au long cours et qui vont donc amputer sur la croissance de l'enfant. Quand on dit corticoïdes, c'est toute classe de corticoïdes. Hein. Vous avez par exemple des insuffisances, vous avez les insuffisances surrénaliennes, les hyperplasies qui sont sous hydrocortisone, même à faible dose, et ça va donc entraver la croissance. D'accord ? D'accord, donc maintenant nous allons passer à la 4e intervention.